Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'On en parle. Le sujet du jour est au cœur de l'actualité, c'est la sécurité routière. Un dossier particulièrement sensible. L'Hérault reste le deuxième département le plus dangereux de France sur les routes. Les chiffres avaient tendance à s'améliorer depuis le début de l'année, mais depuis début mai, la rechute est brutale, à l'image de ce qui est observé au niveau national. Ce midi, une réunion interministérielle s'est tenue à Matignon et plusieurs mesures ont été prises. Nous allons évidemment détailler avec nos invités ces mesures et ils sont 6, nos invités, sur ce plateau. Honneur aux dames, on commence par vous, Guylaine Langchémol, bonsoir. Présidente de la Ligue contre la violence routière dans notre département. En face de vous, le préfet de région, préfet de l'Hérault, Claude Balland, bonsoir. Bonsoir. Et puis le lieutenant Jérôme Crouzet, bonsoir, chef de l'unité de sécurité routière de la police nationale pour le département de l'Hérault. Jean-Louis Bouscarin, bonsoir, célèbre patron d'auto-école, mais aussi président de l'UNIDEC. L'UNIDEC, c'est l'Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite. Et puis Nicolas Garand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur départemental de la Fédération française des motards en colère. Enfin, le chef d'escadron Laurent Petit, bonsoir. Bonsoir. Commandant de l'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie. D'abord, quelques chiffres. Le premier qui marque les esprits, c'est le nombre de tués sur les routes de l'Hérault. Un bilan sur les 4 premiers mois de l'année un peu meilleur qu'en 2010. 19 tués au lieu de 24, moins 20%. Alors qu'au niveau national, le compteur repartait à la hausse, plus 13% depuis janvier, plus 20% même sur le seul mois d'avril. Mais en mai, 4 personnes ont déjà perdu la vie dans l'Hérault, le double de l'an dernier, ce qui porte le nombre de tués à 23, des chiffres arrêtés au 8 mai. Pour le nombre de blessés, une baisse dans l'Hérault, tandis que le nombre d'accidents a augmenté de 7,22%, comme vous le voyez sur ce tableau. Monsieur le préfet, on le voit, les chiffres globalement ne sont pas bons. La sécurité routière reste un point noir, notamment dans notre département. On va parler dans un instant des mesures décidées aujourd'hui à Paris par le gouvernement. Mais d'abord, quel est le message face à cette hécatombe qui continue et ces chiffres qui sont toujours aussi dramatiques ? Je crois que je vais résumer la problématique de notre pays. Le nombre de tués sur les routes en 1972 était de 13 000. Ceux qui ont mon âge se rappellent que tous les habitants de la ville de Mazamet s'étaient couchés pour montrer la dramatique importance de ce nombre de tués. L'an dernier, en 2010, il était moins de 4 000, 3 994. Donc en 40 ans, le nombre de morts a diminué de 4. C'est dû principalement à des causes matérielles, la suppression progressive des points noirs, l'amélioration de la sécurité des voitures, les freins ABS, etc. Et aussi, il faut le dire, grâce à la répression et à la dissuasion, les radars, les contrôles, etc. Le problème qui reste, le grave problème qui reste, c'est que le risque de l'insécurité routière n'est pas dans la tête, dans la conscience de la majeure partie des Français. Moi, je suis frappé dans mes différents postes. Je vais au restaurant, on ne me connaît pas, j'entends les conversations autour de moi. C'est alors je ne dirai pas les noms, je ne reprendrai pas les noms. La police, les policiers, les gendarmes m'ont pris un point, je n'allais qu'à 51. Alors, avec tout un tas de lieux communs, on devrait avoir un carton jaune, on devrait avoir un avertissement, et c'est trop sévère, et c'est trop brutal. Et je suis frappé que personne dans les groupes me dit « Mais moi, j'ai rencontré, comme moi-même, ça m'est encore révélé il y a 3 semaines, un père qui me dit « Ma vie est fichue parce que mon fils de 22 ans a été tué sur les routes. » Il y a des familles derrière aussi. Ce qui prouve que c'est pas encore dans la conscience majoritaire des Français. Juste un autre exemple, dans les pays... Le Royaume-Uni, par exemple, les Suédois. Sur 1 million de Suédois, il y a 43 tués sur les routes en un an. 43 tués. Chez nous, il y en a 67. Dans l'Hérault, il y en a donc 104, le chiffre de 2010. Pour 2010. Dans ces pays-là, il y a aussi l'alcoolisme. Même parfois, pendant les week-ends, des formes plus exagérées, puisqu'on les appelle les défonces d'alcoolisme. Mais la grosse différence entre chez nous, c'est que la personne qui boit en Suède ou au Royaume-Uni ne prend absolument pas la route, alors que chez nous, certains qui boivent continuent à prendre la route. Donc c'est un problème de comportement. Il ne faut pas donc vous étonner que les mesures sanctionnent les manquements aux règles élémentaires de prudence. Lieutenant Crouzet, vous constatez sur le terrain, je passerai la parole aussi évidemment au commandant Petit, mais vous constatez un relâchement général au niveau des automobilistes, mais aussi au niveau de tous les usagers de la route? Donc effectivement, c'est vraiment sur le comportement où on se rend compte qu'il y a des attitudes, les usagers de la route ne se rendent pas compte de la gravité d'une conduite dangereuse.
On s'en rend compte notamment, en tout cas sur la zone police, sur les 8 tués qu'on a eu sur le département de l'Hérault, où les 8 tués, ça concerne que du comportement. C'est-à-dire un défaut de maîtrise, c'est-à-dire une traversée imprudente. Il y a eu encore un drame à Agde le week-end dernier. Un excès de vitesse à Agde, une limitation à 50 km/h. Et sur les premiers éléments de l'enquête, il apparaît que l'individu roulait sans doute à 120 km/h alors qu'on est en commune. Donc ça montre bien qu'une vitesse excessive, les gens n'ont pas conscience justement de cet état. Sachant que sur ces 8 tués, un seul avait consommé de l'alcool. Donc on voit bien qu'il n'y a pas que l'alcool. L'alcool n'est pas la seule circonstance aggravante, même si c'en est une. Comment un petit ? Oui, donc je rejoins le lieutenant Crouzet, sauf qu'en secteur gendarmerie, sur les 15 tués que nous avons eus, la moitié était due à l'alcool. Donc c'est un comportement qui est quand même inacceptable parce que les taux sont relativement élevés. On voit même le cocktail alcool stupéfiant. Donc il y a un cumul, effectivement. Il y a un cumul. C'est quand même inadmissible de voir ce comportement sur la route. On choisit de conduire ou de boire. On ne fait pas les deux. Je rejoins ce que disait Monsieur le Préfet tout à l'heure. Celui qui boit ne conduit pas. Guylaine Langchémol, ces chiffres, ce relâchement, on connaissait des chiffres difficiles dans le département de l'Hérault, ils continuent à être dramatiques. On le voit au niveau national, ça y est, le nombre de tués augmente de façon énorme. Il y a un relâchement, très clairement. Il y a un relâchement, puis nous on est surtout du côté des familles aussi, donc je rejoins M. Ballang, on a tant de familles éplorées, tant de familles qui ont encore perdu récemment sur nos routes de l'Hérault des jeunes, parce que c'est essentiellement des jeunes, et à la sortie de boîte, etc. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, puisque vous l'avez dit, il y avait une courbe descendante de l'accidentologie, et là, je ne veux pas dire comme par hasard, parce que vous me connaissez, je sais. Moi, j'ai un peu mon idée sur la question. À la Ligue, on a vraiment l'impression qu'il y a eu justement un manque d'autorité sur cette politique de la sécurité routière, un manque de volonté de passer des messages forts. Peut-être qu'aujourd'hui, on va inverser la tendance, on l'espère très fortement, on aurait même espéré plus. On aurait aimé on va parler de ces mesures justement dans un instant. Si on regarde, on va se pencher un tout petit peu très rapidement sur la répartition des tués sur les routes par type d'usagers dans l'Hérault. On voit que les cyclos et les motos sont quand même particulièrement touchés. On parlera des piétons dans un instant, mais je voudrais Nicolas Garand justement sur ces chiffres qui concernent toujours le premier quadrimestre de 2011. 15% des tués, ce sont des cyclos, donc moins de 50 cm3 jusqu'à 50 cm3, et puis 10,5% sont des motos. La cohabitation entre les deux roues et les autres usagers de la route est toujours aussi complexe. Tout à fait, la cohabitation est toujours aussi complexe. De toute façon, oui, il y a beaucoup de tués, mais on fait partie de la catégorie que l'on appelle les usagers vulnérables. N'ayant point de carrosserie, lors d'un impact, malheureusement, on se retrouve projeté et on finit sur des objets contondants qui vont aggraver les blessures. Maintenant, il y a un moment donné, on avait une amélioration, on va dire, du comportement du partage de la route qui se faisait entre les automobilistes, les motards, les cyclos et les poids lourds. Et on s'aperçoit, pour rouler relativement souvent, autant maintenant essentiellement en ville, auparavant j'étais essentiellement sur les grands axes, on s'aperçoit qu'il y a un individualisme qui se fait de plus en plus fort. On en arrive justement à des gens qui laissent un petit peu de côté le fait de se dire tiens, j'ai bu un peu plus que de raison, il serait peut-être utile que j'appelle un taxi, ou ils prennent le volant, et dans ce cas-là, lorsqu'il y a un accident, si ça se fait entre deux voitures, ce sera la tôle froissée. Si c'est une voiture contre un motard, malheureusement le motard va payer les pots cassés. Et on s'aperçoit, on a eu le cas dernièrement sur un jeune en cyclo, des gens qui présument un peu trop de leurs compétences en circulation, vont couper la route à un cyclo, et malheureusement ça a engendré un décès. Donc c'est ce genre de petites choses que l'on dissème à droite et à gauche qui à un moment donné font un cocktail, et on arrive malheureusement à nous, usagers vulnérables. Donc c'est les motards, cyclos, mais on voit bien que les piétons et les cyclistes ont les mêmes problématiques. Jean-Louis Bouscarin, au niveau de la formation justement, vers un public assez jeune qui se trouve dans les auto-écoles, quel message on délivre sur cette obligation que chacun puisse partager l'espace public, et puis que ces différents usagers puissent cohabiter
avec le moindre risque possible. Comment on fait passer le message? Alors, on délivre un message qui va dans le sens de ce que les intervenants précédents ont dit, c'est-à-dire qu'on délivre le message de la sécurité routière, avec une difficulté, c'est qu'il est difficile parfois de faire de l'éducation routière à des jeunes qui manquent d'éducation tout court. Et parfois, on a l'impression de prêcher dans le désert. Alors on diffuse sur notre antenne des petits messages régulièrement sur le code de bonne conduite. En partenariat avec TV Sud, on fait passer des messages de sécurité routière. Ce sont des messages courts, mais des messages importants. Notamment, il y a le téléphone, dont on va reparler dans un instant certainement. Mais il est parfois difficile d'enlever de la tête de ces jeunes qu'il y a la conduite pour le permis, et puis il y a la conduite, ce que fait mon père ou ce que fait mon frère. Et puis quand j'aurai le permis, je ferai comme eux. Et là, c'est là qu'on a l'impression de prêcher dans le désert, et c'est là qu'on a l'impression de ne pas être entendu et encore moins écouté. Monsieur le préfet, c'est un vrai problème, on le voit. Le public assez jeune aussi, difficile à gérer sur les routes. Mais ce que vient de dire M. Bouscarène, moi je le ressens, peut-être pas particulièrement dans l'Hérault, mais dans tous mes postes. Je suis allé avec beaucoup d'autres, la police le fait tous les jours, la gendarmerie. Parfois je suis intervenu devant des classes de 3e. Alors, CE1, CP, CE2, ils vous écoutent bien, on participe, mais alors, dès l'adolescence, on voit des ricanements, on a l'impression, ils regardent, oh, ça c'est du prêchi-prêcha, on voit qu'on n'a pas pris sur eux. Et c'est vraiment mon interpellation principale, je me demande comment un préfet, un institutionnel peut convaincre les gens. Je reviens toujours à ce problème de conscience collective, la majorité des Français, contrairement aux autres peuples, enfin, il y a aussi des peuples qui se comportent encore dans les statistiques européennes, encore d'une manière plus grave que nous, mais par rapport aux pays anglo-saxons, où là, il y a la conscience, chez nous, il n'y a pas la conscience. Tant qu'on n'est pas touché vraiment dans sa famille, dans ses proches, c'est pour les autres. Et c'est dramatique de voir ces jeunes adolescents avec toutes les familles brisées chaque année. Vienne Langchémol. Oui, je voudrais quand même revenir. Votre vision est un peu pessimiste, monsieur le préfet. J'espère quand même que vous pensez que toutes les actions que nous, les associations, Ligue contre la violence routière et autres, faisons dans les collèges et lycées ont quand même un sacré impact, je peux vous le dire, parce que peut-être que votre prestige, ou du moins de l'uniforme, fait qu'il y a un tel fossé entre ces jeunes et vous, qu'il y a peut-être ce sentiment de ne pas être entendu, mais croyez bien que nous sommes très pertinents et très bien entendus dans ces collèges et lycées où on redemande d'année en année. Et pardon de vous le dire aujourd'hui, peut-être sur ce plateau, mais c'est vrai qu'on ne nous donne pas toujours les moyens de justement former ces générations futures, que chaque fois qu'on demande des subventions, c'est toujours un peu difficile. Alors que faire un vrai travail de prévention. Hein. On a, nous, quand on va dans un lycée, qu'on voit 10 classes, ça fait donc 3 x 10, 300 enfants qu'on va former. Avec ça, les enfants forment leurs parents. Enfin, c'est surtout là qu'il faut œuvrer. On n'est pas dans la répression, il faut aussi être dans l'éducation. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Lieutenant Crouzet. Alors, il faut savoir que justement en matière de prévention et de formation, au niveau de la police nationale, en étroite collaboration, la sécurité publique avec les CRS, pour Montpellier, en tout cas, avenue du Père Soulas, il y a une piste sécurité routière où on a mis en place un permis piéton pour les jeunes et un permis cycliste, où il y a un kit piéton, un kit cycliste qui est remis dans les établissements, et c'est des classes de primaire, et actuellement on est sur le premier trimestre à plus de 600 jeunes élèves qui ont été formés. Donc c'est quand même quelque chose qui se fait, on développe ça, et en plus la portée pédagogique est très forte, car les jeunes sont tout heureux lorsqu'on leur remet leur petit diplôme, avec justement le kit piéton ou le petit kit cycliste. Les piétons qui sont particulièrement exposés, et 21% des tués depuis le début de l'année, c'est 4 morts, donc effectivement la prévention est essentielle. En zone gendarmerie, prévention aussi, ou uniquement répression? Il y a aussi des actions de prévention. La prévention fait partie des missions de la gendarmerie. Le lieutenant Crouzet. On le voit sur l'autoroute aujourd'hui avec les ASF. Il y avait une opération avec les poids lourds. Cet après-midi, nous avions une opération de prévention à l'endroit des poids lourds sur la 9 en collaboration avec les ASF. Mais il n'y a pas que sur l'autoroute. On fait de la prévention aussi auprès des jeunes, auprès de l'éducation nationale. Le kit piéton, la gendarmerie l'a créé il y a quelques années. Et tous les ans, plusieurs milliers d'enfants sont éduqués. Hein, c'est vraiment le terme. Dès l'âge de 8-9 ans, mais aussi avec les ASR 1 et 2, en collaboration avec l'inspection d'académie, les gendarmes travaillent en étroite collaboration, de façon à former ces jeunes. La prévention fait vraiment partie du volet du métier de gendarme.
Au niveau du deux roues, les jeunes aussi, c'est un public à cibler en priorité, j'imagine. Tout à fait, la FFMC pour le continuum éducatif. Donc à partir de là, dès que l'on peut commencer à sensibiliser les jeunes et poursuivre cette formation à chaque fois en adaptant le discours, puisque ce qui est donné à un enfant de 7-8 ans n'est pas perçu de la même manière à 14 ans, ne l'est plus à 18. Donc à chaque fois, il faut renouveler, essayer de voir comment on peut arriver à toucher cette cible, leur faire passer un message. Alors c'est là le rôle des associations. C'est d'un côté, vous avez l'institution qui est là pour donner les grandes lignes, qui va mettre un côté répressif. Mais bon, là, c'est dans le domaine habituel. C'est le fonctionnement normal de la société, on va dire. Après, le but des associations, quant à lui, est d'essayer de promouvoir ce discours, mais peut-être l'édulcorer, le mettre d'une autre manière, puisqu'on est un peu plus représentatif. Enfin, nous, vis-à-vis des usagers de deux roues, il y a des associations du type 40 millions d'automobilistes qui vont parler plus à ce genre de personnes. Mais à chaque fois, chacun avec un discours bien spécifique, en reprenant grosso modo les grandes lignes. Le but, de toute façon, notre but ultime à tous est justement d'éviter les accidents et cette problématique-là. Mais on ne le présente pas de la même manière. Je vais vous dire, le mieux, c'est quand on arrive à susciter chez les jeunes eux-mêmes cette volonté de parler aux autres jeunes. Je veux pour preuve une action qui est dans une école de commerce de Montpellier, l'ESSARC. Ils ont vécu un drame. Un de leurs amis étudiants est décédé le dernier jour de la rentrée scolaire d'un accident de la circulation en juin dernier. La rentrée a été douloureuse, il a fallu se sensibiliser sur ce drame qui n'avait pas été évoqué. Nous y sommes allés, nous avons parlé avec eux, mais surtout nous leur avons dit, plus jamais ça, eux-mêmes l'ont dit. Et ils ont travaillé toute l'année avec leurs professeurs pour faire des films sur la sécurité routière. Et surtout, j'en profite de votre plateau, parce que vendredi après-midi, ils font une action à direction, toute l'école, des autres écoles et collèges de la région, de tous leurs amis. Ils seront à Saint-Clément-de-Rivière, enfin autour de leur école. Ils sont avec d'autres partenaires. Et donc, c'est eux qui ont construit tout ça. Et il faut absolument susciter et favoriser ce genre d'initiative, comme tous les SAM et tous ces jeunes qui aident les autres à rentrer sains et saufs. C'est ça le problème de ce Commandant Petit. Pour vous rejoindre, nous sommes un des partenaires de ce lycée, justement, en termes de prévention, auprès desquels nous allons œuvrer dès demain après-midi. C'est demain après-midi. C'est vendredi 13. Avec cette action de prévention. Jean-Louis Bouscarin, assez rapidement. Quand j'ai évoqué les difficultés que nous rencontrions vis-à-vis des jeunes, j'en ai quand même pas moins à l'esprit que mon credo, c'est la formation à la sécurité routière. C'est quand même mon métier. Et je suis membre du Conseil supérieur de l'éducation routière. J'aurais rendu mon mandat. Je partage les propos de Monsieur le Préfet sur le nombre de tués en moins. Mazamet, c'était plus de 17 000, monsieur le préfet, c'était pas 13 000, c'était 17 000, on est parti de très loin. Mais même sans partir de si loin, on a chiffré qu'entre 2002 et aujourd'hui, on avait sauvé 23 000 vies. Ces 23 000 vies, certes, c'est les radars, c'est la répression, mais c'est aussi plus de formation, plus de sensibilisation et une meilleure éducation routière quand même. Les épreuves des permis de conduire se sont modifiées, elles se sont améliorées, elles vont encore l'être en 2013 puisqu'on a une directive européenne qui va devoir s'appliquer en 2013, donc il y a eu beaucoup de progrès là-dessus. On va faire une courte pause si vous le voulez bien et on se retrouve dans un instant pour parler de ces fameuses mesures gouvernementales décidées aujourd'hui au sujet de la sécurité routière. À tout de suite. Entrez dans l'ère Opel. Bonjour et bienvenue chez France Auto, votre concessionnaire exclusif sur Montpellier, Sète et Castelnau. Je m'appelle Vincent Vernier, je suis le commercial Opel Entreprise dédié aux professionnels. Vous souhaitez créer, renouveler ou agrandir votre parc de véhicules, je suis là pour vous accompagner et vous conseiller. Opel Entreprise, c'est une gamme complète de véhicules utilitaires, mais également des véhicules de société 2 places et bien sûr des véhicules 5 places. Vous bénéficiez sur l'ensemble de notre gamme de tarifs professionnels très avantageux et de solutions de financement en crédit classique, crédit bail ou location longue durée. France Auto, c'est un vrai service personnalisé avec un atelier rapide sans rendez-vous dans l'une de nos 3 concessions. Et en plus, on répare votre carrosserie pour que vous offriez toujours une image impeccable. En ce moment, ne ratez pas le nouveau Movano en traction ou propulsion et ses 17 mètres cubes de volume utile. Merci de votre confiance et à bientôt. France Auto, l'ambition de l'excellence. Opel. Le pont du Gard.
Site emblématique et vivant, inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO, vous accueille toute l'année. Venez y découvrir la maîtrise romaine de l'architecture et des aqueducs dans un écrin de verdure méditerranéen. Le site offre des espaces ludiques, un centre de ressources, un cinéma et la possibilité d'organiser vos séminaires. C'est aussi un lieu magique où se déroulent de nombreux événements grand public. Samedi 14 et dimanche 15 mai, venez y découvrir la 2e édition de Galopon, suivie de la Nuit des musées. Vous vous posez des questions sur votre avenir, celui d'un proche, une question d'ordre sentimental, financier, professionnel ou tout simplement familial. Je suis à votre disposition. Contactez dès à présent Claude Alexis au 0892 65 00 75 0892 65 00 75. Deuxième partie d'On en parle, nous évoquons toujours la question sensible de la sécurité routière. Alors, on est en plein dans l'actualité, puisqu'effectivement, aujourd'hui, un certain nombre de mesures ont été décidées à Paris par le gouvernement. On va voir les principales mesures. D'abord, 1000 nouveaux radars d'ici la fin 2012. Les avertisseurs de radar qui deviennent interdits, donc à l'intérieur des véhicules. La carte et les panneaux indiquant les radars fixes supprimés. Et puis, le premier excès de vitesse à plus de 50 km/h sera considéré comme un délit, donc dès le premier excès de vitesse supérieur à 50 km/h. Et puis en termes, sur la question de l'alcool, ça ne sera plus 6, mais 8 points qui seront retirés au-delà de la limite de 0,8 grammes. Enfin, des mesures sur le téléphone portable, il vous en coûtera 3 points retirés et une contravention de 4e catégorie. Cela veut dire, Jean-Louis Bouscarin, que 4e catégorie, on passe dans... Contravention de 4e classe. Contravention de 4e classe, c'est ce qui est important, c'est que par rapport aux assouplissements que certains, et à juste titre, ont dénoncés de la LOPSI 2 du mois dernier, une contravention de 4e classe, il n'y a pas rattrapage des points en 2 ans. Une contravention de 4e classe, les points ne pourront être reconstitués qu'en 3 ans. Donc c'est 3 points, mais c'est aussi ce changement de classe de contravention qui fait que le téléphone, il ne faudra plus jouer avec. On va revenir sur le téléphone dans un instant. Je vous propose de commencer par les premières mesures qui concernent les radars et concernent la vitesse, bien évidemment. On revoit donc 1000 nouveaux radars d'ici 18 mois et plus d'indications du tout de leur emplacement. C'est bien, c'est pas bien, Guylaine Lang-Chiamol? Déjà, je dirais ouf, enfin ce comité interministériel, il était temps qu'il se mette en place, parce que depuis l'augmentation des chiffres, les autres années c'est en février, là on a attendu tous ces morts et tous ces blessés, donc tant mieux. Le tour de vis qui est annoncé est un peu en deçà de nos propres espérances. Et là, vous évoquez les radars. Bon, ça, c'est quelque chose qu'à la Ligue, on a souvent soutenu et qu'on soutient encore. Ça paraît évident. C'est le changement de comportement des usagers de la route qu'on cherche à atteindre et pas simplement l'idée de voir un radar, de piler 1 kilomètre avant et puis d'être un peu tranquille. De réaccélérer dès qu'on l'a passé. Ça sert à rien. C'est changer les gens et changer les comportements et comprendre le danger. Donc là, on est content pour ça, en tout cas. Monsieur le préfet, c'est une mesure importante. D'abord, les 1000 radars supplémentaires qui vont être installés. Je voudrais quand même rassurer Madame la Présidente, là, qui fait penser qu'il y a eu une atténuation, un assouplissement de la répression. Moi, je vais répondre par des chiffres dans l'Hérault pour prouver que ça tape dur. En 2000, dans l'Hérault, dans le département, il y a eu 116 retraits de permis. En 2000, 116. En 2010, il y en a eu 11 fois plus. Il y en a eu 1366. C'est-à-dire, dans l'Hérault, on a retiré définitivement 1366. Je pourrais citer les suspensions de permis, les amendes. Non, rassurez-vous, la répression, elle est continue, constante depuis plusieurs années et personne ne mollit, ni la police, ni la gendarmerie nationale. Les mesures, là, vous avez les mesures visent, d'ailleurs, qui remontent des avis de terrain, de la police, gendarmerie, des préfets. Et de l'accidentologie aussi. Ça lutte contre les 3 grands manquements, c'est-à-dire l'alcool, l'excès de vitesse
et le téléphone au volant. Il y a 50% des gens, des conducteurs qui téléphonent au volant en même temps. 50%. Donc 40% avec le téléphone. Le kit main libre ou la Non, téléphone à la main. Voilà. Donc, il ne faut pas vous étonner que les mesures qui ont été prises, une vingtaine de mesures cet après-midi, sanctionnent encore plus sévèrement ces 3 grandes déviances. Je rappellerai que les téléphones mobiles, a priori, c'est 10% des accidents, 350 tués l'an dernier, ce qui est effectivement très important. Sur le terrain, le préfet dit on tape dur et ça va continuer. Je vais me tourner d'abord vers le gendarme, après vers le policier. Il n'y a pas d'ordre précisément, mais des nouveaux radars arrivent aussi. On a parlé des radars tronçons qui vont être installés notamment sur les autoroutes. Tout ce dispositif, plus les radars mobiles, ça va continuer. Vous êtes vraiment sur le terrain tous les jours? Bien sûr, les unités de gendarmerie et notamment les unités motorisées sont tous les jours sur le terrain et relèvent tous les jours quotidiennement des infractions à la vitesse. C'est tous les jours ce lot d'infractions que l'on relève. Le fait de ce que disait effectivement ce qui consistait à ralentir avant les radars, réaccélérer, ça c'est des choses que vous aviez effectivement observées. Sur le terrain, tout à chacun peut le constater. Les conducteurs, les usagers de la route connaissent l'endroit des radars. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils ralentissent. Quand ils le voient au dernier moment, eh bien, ils pilent pour réaccélérer après. Ça, c'est connu. Donc, le fait d'enlever les panneaux annonçant les radars ne peut être qu'une bonne chose. La vitesse aussi, Guiden Langschemol, le délit de grand excès de vitesse, c'est dès la première infraction, au-delà des 50 km/h. Oui. C'était pas inintéressant parce que vous savez, depuis malgré tout cet assouplissement, je maintiens, du permis à points, on a eu l'impression en tout cas que l'impact sur les conducteurs était très mauvaise et on a vu ces chiffres remonter parce que, Monsieur le Préfet, je suis désolée, comment vous expliquez que cette augmentation ait lieu précisément au mois de janvier, février, mars 2011, alors que la loi, justement, a changé la loi sur le permis. C'est-à-dire que dans l'opinion publique, il y a eu l'impression qu'on allait pouvoir récupérer plus rapidement son permis. Je dis bien l'impression, parce que dans cette loi LOPSI 2, il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Et la confiscation du véhicule, j'espère que vous saurez l'utiliser longtemps, souvent, et que vos collègues du juge de la justice... Madame la Présidente, c'est pas vous espérez que vous allez l'utiliser, c'est que je l'ai déjà utilisé, parce que depuis le 29 avril, oui, Madame évoque dans les cas d'infractions très graves, par exemple conduite sans permis de conduire, ou alors quand on, je trouve plus le mot, récidive de cas très graves, stupéfiants par exemple, le préfet, à la demande de la police et de la gendarmerie, peut retirer le véhicule ou la moto pendant 7 jours. Puis après, c'est le juge qui confirme ou pas. Et on a commencé à appliquer cette mesure le 29 avril. Et au moment où on est, il y a déjà 9 voitures retirées et une moto. Donc, moi, j'ai donné des instructions très, très fermes. Il faut utiliser cette nouvelle mesure, mais malheureusement qui va encore dans le sens de la répression, tant que les esprits n'auront pas pris conscience qu'il faut enfin arrêter de se comporter n'importe comment. Lieutenant Crouzet. Effectivement, en étroite collaboration avec la préfecture, nous avons déjà, et ainsi qu'avec la gendarmerie, nous avons de suite mis en place la LOPSI 2, les consignes ont été données, la mise en application a été immédiate. À ce propos, sur un contrôle coordonné d'alcoolémie, on a interpellé un individu qui était en récidive d'alcoolémie, donc le véhicule a été immédiatement mis en fourrière. Une semaine après, il y avait un défaut de permis de conduire également, donc tout le monde est mobilisé, les forces de l'ordre sont mobilisées, on ne relâche pas les efforts. Dernier contrôle alcoolique qu'on avait fait quand même 40 sur 2 points de contrôle. On avait fait sur 400 véhicules contrôlés, il y en avait 40 qui étaient positifs, ce qui fait 10% d'alcoolémie. Il faut savoir qu'il y a des procédures derrière, il y a un investissement qui est fait. C'est des procédures longues, mais l'investissement, il est là, il est présent, et on est tous sensibilisés justement. Notre cœur de métier, c'est vraiment la sécurité routière. Pour faire ce métier-là, il faut être un passionné. Donc automatiquement, on essaie au mieux d'appliquer la LOPSI 2. Nicolas Garand, quand on parle de vitesse, on pointe toujours, on montre du doigt toujours les 2 roues et les motos de grosses cylindrées. Toutes les motards ne sont pas des chauffards et tout le monde ne roule pas à des vitesses indues, rassurez-nous. Non, loin de là. De toute façon, même les différentes... C'est ce qui revient souvent dans ce qu'on entend, effectivement. On montre souvent du doigt les motards. Pas plus que les automobilistes. On a une frange de la population qui se retrouve chez les automobilistes, chez les motards, mais le problème, voilà, on a une frange de la population qui est un peu plus montrée du doigt et qui va péjorer donc le reste de la population. Il y a des cas qui sont irrécupérables.
Le problème, c'est qu'à un moment donné, il va se faire avoir en moto, il va se faire avoir en voiture, et donc on dira à ce moment-là, mais c'est les automobilistes roulent trop vite ou c'est le motard qui roule trop vite. Le seul problème, c'est qu'à la base, il y a un usager qui est décérébré, on va y aller directement, hein, et il est un coup sur une mobilette, un coup sur une moto, un coup sur une voiture. Et le souci, c'est qu'en fonction du type de véhicule qu'il va utiliser, s'il a le permis, puisqu'on s'aperçoit des fois qu'en plus ils n'ont même pas le permis, il va générer un accident qui aura des circonstances plus ou moins importantes en fonction de qui il va percuter. Si c'est une voiture, avec un peu de chance, ce sera de la tôle froissée et les airbags font leur office. S'il manque de bol, c'est moi qui reviens de mon travail en moto et je me fais couper la route par une voiture, je vais finir au cimetière. Donc le problème, il est là. Jean-Louis Ferrin, au niveau de l'éducation, toute cette question de la vitesse qui est l'un des éléments majeurs, effectivement, quand on parle de mortalité sur les routes. Au niveau de l'éducation, je crois que les gens doivent remplacer l'avertisseur de radar, etc., par des outils qui existent aujourd'hui dans les véhicules modernes, ce qu'on appelle des aides à la conduite, tels que les régulateurs. Le régulateur de vitesse est un outil extraordinaire. J'arrive de Toulouse, où j'étais à la Chambre régionale de commerce à Toulouse. J'ai conduit et dans des temps tout à fait appréciables, en respectant le 130 sur l'autoroute tout le long, grâce au régulateur de ma voiture. Et j'ai pas besoin d'être averti qu'il y a un radar à tel endroit, puisque je ne dépasse pas la limitation de vitesse. Donc c'est bien ce qu'on dit depuis le début, ce sont les comportements qui sont à changer. Donc il faut que les gens arrête de jouer au chat et à la souris avec les forces de l'ordre, arrête de ralentir en arrivant au radar et réaccélérer après. Autrement, il suffirait que vous mettiez un radar mobile 2 km après tous les radars fixes pour les rattraper. Mais il faut que les gens changent leur comportement et qu'ils utilisent les outils modernes qu'ils ont à leur disposition. Je vous laisse réagir sur ça, mais j'ai aussi une deuxième question complémentaire. Juste pour vous dire qu'à la Ligue, quand même, on pense qu'au-delà des radars et au stade actuel de la technologie, on pourrait tout à fait installer dans les véhicules, pour tous ces gens qui n'arrivent pas à comprendre, des limitateurs automatiques, c'est-à-dire que le véhicule doit automatiquement se mettre avec un GPS radar, qui pourrait repérer où il est. Et tout simplement, sans qu'on ait plus à regarder ni limiteur ni quoi, ça c'est tout à fait possible et ça existe et c'est pas plus cher que ça. Donc ça c'est vraiment la solution de demain. Et votre question ? Sur l'alcool, puisque c'est l'autre cause très importante de mortalité et puis des accidents. On le voit maintenant, le fait de dépasser 0,8 grammes, ça coûtera 8 points au lieu de 6. Oui. Je préfère ça que ce qui avait été préconisé, dont on ne parlera même pas juste avant. Donc bien sûr, l'alcoolémie, mais je pense que là aussi, il y a des choses qu'on pourrait faire qui seraient encore mieux. C'est les éthylotests anti-démarrage, qui sont maintenant une peine complémentaire, etc., dans la LOPSI 2, mais qui sont donc au bout de la chaîne pénale, et on n'a encore pas ni les décrets ni d'application, qui devrait arriver dans les transports en commun, par mais contre. Voilà, absolument, et ça c'est une excellente chose. Le CISR a prévu pour les véhicules de transport en commun. C'est déjà aujourd'hui. Voilà, c'est prévu par le CISR d'aujourd'hui. C'est excellent, c'est même dommage qu'on ne l'ait pas fait avant. Mais pour les particuliers, ça pourrait parfaitement être le cas. Et c'est ce qui se passe dans les fameux pays du Nord. Les jeunes ne partent pas sans avoir soufflé. Et si l'éthylomètre est positif, la voiture ne part pas. Monsieur le préfet, l'alcool, justement, un fléau des routes, évidemment. C'est pareil, on continue les contrôles. Je pense à des cibles favorites des policiers et des gendarmes. Ce sont par exemple les discothèques, les week-ends sont particulièrement visés par les contrôles et ça va continuer. Oui, tout à fait, mais il y a beaucoup de présence. D'abord, toujours pour rassurer madame, quand on regarde les heures dans l'Hérault, heures fonctionnaires et heures militaires qui ont été passées à contrôler l'insécurité routière. En 2005, dans l'Hérault, je parle, il y avait 172 000 heures. On voit ça augmente chaque année. Et en 2010, c'est 215 000 heures. Ça a augmenté encore de 18,5%. Ça augmente chaque année. D'ailleurs, on ne va pas pouvoir augmenter comme ça tout le temps chaque année. Donc, les contrôles seront plus ciblés. Mais moi, je préférerais que les jeunes, pour revenir à votre question, vraiment disent d'eux-mêmes, là j'ai bu. Alors, il y a tout un tas de dispositifs depuis 20 ans qu'ils les appliquent, capitaine de soirée, etc., etc. Parce que, malgré leur bonne volonté, la police et la gendarmerie, vous savez, moi j'ai assisté en tant que préfet dans tous mes postes à des contrôles de sortie de boîte de nuit. On en interpelle 4 ou 5, puis après avec les téléphones portables, ne sortez pas, il y a les policiers et les gendarmes qui vous attendent et c'est relativement peu efficace. D'où, vraiment, je voudrais... il faut que le pays progresse dans les consciences, dans les mentalités, qu'on dit je vais vraiment risquer ma vie. Alors les parents doivent le dire, on a tous fait ça. Imaginez la scène vers 22h, 23h, le gosse part en boîte,
fais attention, oui maman, fais... Et en fait, les gens font pas attention. Il faut vraiment que les mentalités évoluent. Une dernière question sur on avance parce qu'on n'a plus beaucoup de temps d'émission. Sur le téléphone portable, je voudrais qu'on en parle quand même un petit peu. Est-ce qu'il fallait, donc là on note effectivement des mesures, hein, on passe de 2 à 3 points en cas d'infraction, il fallait aller plus loin? Oui. Il fallait carrément interdire le téléphone, même le kit main libre. On sait très bien que c'est ça qui perturbe l'attention et ça aurait été vraiment un signal fort, mais c'est pas passé. Jean-Louis Bouscarin, votre avis sur le téléphone? Le téléphone, Madame la Présidente a tout à fait raison de dire que même en kit main libre, l'attention est distraite, donc le comportement n'est pas le même. Là aussi, ce que je dis en tant qu'éducateur, c'est vous avez un outil extraordinaire. Ça bascule sur la messagerie si vous répondez pas. Laissez basculer sur la messagerie si c'est important. Vous vous arrêtez et une fois à l'arrêt, vous traitez votre message téléphonique. Donc n'ayez pas peur. On va pas vous louper puisqu'on vous laisse un message. Et il faut que les gens arrivent à changer leur comportement. Vous savez, tout ce qu'on a dit depuis le début. Moi, ce qui m'énerve, c'est parfois dans la presse quand on voit la route a encore tué ce week-end. La route n'a jamais tué personne. Ce sont les gens qui se tuent sur la route parce qu'ils ont un mauvais comportement. La route, elle n'y est pour rien. Bon, on va terminer là-dessus. Je pense que c'est le mot de la fin qu'il fallait pour terminer cette émission. Merci à tous d'y avoir participé. Très bonne soirée. Et on se retrouve à 18h30 la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'On en parle. Bonne soirée.